Donc ce matin, on va parler de territoire en transition hydrique, de réutilisation de l'eau dans le secteur de l'industrie, de prévention du risque d'inondation, de lutte contre les îlots de chaleur. Donc on a un beau programme. Je vais demander à nos 3 premiers invités de me rejoindre, donc Stéphane Loriot, Philippe Janicot et Pierre-Emmanuel Gilbert. Et on va partir du côté du bassin de la Vienne, et plus précisément sur le territoire de la communauté urbaine Limoges Métropole. Installez-vous. Est-ce que vous avez tous un micro? C'est bon? Voilà, parfait. Donc la communauté urbaine de Limoges Métropole qui vient de lancer un projet de territoire en transition hydrique. Donc c'est une démarche qui est totalement inédite à l'échelle du territoire français. L'adaptation aux effets du dérèglement. L'objectif principal, c'est de trouver des solutions pour mieux gérer l'eau à l'échelle donc du territoire et avec l'ensemble des acteurs. Stéphane Loriot, on va commencer avec vous. Donc vous êtes directeur de l'EPTB Vienne, l'établissement public territorial du bassin de la Vienne. Voilà, vous avez le chic d'avoir des noms à rallonge. La mission principale de l'EPTB, c'est la gestion équilibrée de la ressource en eau. L'adaptation aux effets du dérèglement climatique est devenue depuis peu l'axe principal de votre syndicat mixte. Donc, en quelques mots, quelle est la mission de l'EPTB et quelles sont les projections de cette disponibilité en eau sur ce bassin, sur ce territoire très spécifiquement? Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, l'EPTB Vienne est un syndicat mixte, donc un groupement de collectivités qui intervient sur un grand territoire qui représente 21 000 km², à cheval sur 8 départements, relevant de la région Nouvelle-Aquitaine et de la région Centre-Val de Loire. Donc on est bien sur un bassin hydrographique. Et donc à l'échelle de ce territoire, l'établissement intervient sur des thématiques telles que la gestion la prévention du risque d'inondation, la restauration des milieux aquatiques, la gestion et le partage de la ressource en eau, et puis toutes les questions relatives à l'adaptation au changement climatique de ce territoire, en élaborant et mettant en œuvre des dispositifs tels que les SAGE, les schémas d'aménagement des eaux, ou d'autres outils plus opérationnels, et également en apportant un conseil, une ingénierie auprès des acteurs du territoire. Alors effectivement, le bassin de la Vienne est confronté depuis plusieurs années aux impacts du dérèglement climatique que nous mesurons à travers un observatoire de l'eau que nous gérons depuis plusieurs années, et puis également à travers, plus récemment, une étude sur les effets du changement climatique à l'échelle de ce territoire. Alors, quelques indicateurs. Alors, évidemment, un indicateur simple, c'est concerne l'évolution des températures, où on note, depuis le début du siècle dernier, progressivement une augmentation des températures, mais nettement marquée à partir des années 80, pour atteindre une augmentation d'à peu près 1,5 degré par rapport aux années 60. Impact direct de l'augmentation des températures, c'est l'effet au niveau de l'évapotranspiration qui est significatif, puisque sur les 60 dernières années, on mesure une augmentation de 20% de l'évapotranspiration, donc surtout essentiellement en période estivale. Donc c'est autant d'eau qui rejoint l'atmosphère qui ne va pas être disponible pour l'hydrosystème. Et donc, un des effets directs, c'est une chute, une baisse des débits. Au cours des 40 dernières années, on a à peu près 25% de baisse des débits estivaux qui sont relevés sur le territoire. Avec parfois, dans un certain nombre de cas, des ASEC qui ont tendance à se multiplier, puisqu'on est, par exemple, sur une année très particulière, très sèche, comme l'année 2019, sur à peu près 214 points de suivi à l'échelle de ce grand territoire. On avait 40% des cours d'eau suivis qui étaient en ASEC. Donc voilà, les effets du dérèglement climatique sont une réalité sur le territoire, avec en plus une accélération sur les toutes dernières années, les 5 dernières années, qui est assez significative. Alors peut-être qu'on pourrait préciser dans les spécificités vraiment de ce territoire, c'est qu'il n'y a pas véritablement de réserve d'eau. Peut-être vous pourriez nous expliquer, nous détailler un peu cet aspect-là? Oui, tout à fait. Donc vous avez le territoire qui est affiché à l'écran. Donc sur toute la moitié amont du bassin de la Vienne, on retrouve donc les caractéristiques des territoires du Massif central, avec donc un sous-sol granitique, donc peu perméable, et donc peu de réserves en eau souterraine sur ces territoires-là. Le problème survient lorsqu'on est confronté à des épisodes de sécheresse qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où là, effectivement, on peut trouver des situations assez difficiles pour satisfaire l'ensemble des usages. Donc ça, c'est pour la partie amont. Et la partie aval, donc on est sur des terrains sédimentaires, donc avec des aquifères de grande capacité.
on est confronté à un autre problème qui est celui du déséquilibre entre la ressource disponible et les usages, les ponctions sur la ressource. Donc un déséquilibre par rapport à cette ressource qui n'est pas récent puisqu'il date des années 90, qui n'est pas résolu aujourd'hui malgré les différents efforts, puisqu'il y a notamment beaucoup de prélèvements pour l'irrigation agricole. On est sur la région Poitou-Charentes. Et effectivement, les perspectives en termes d'augmentation de la température, d'augmentation de l'évapotranspiration potentielle, laissent présager effectivement des difficultés complémentaires par rapport à celles qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, l'adaptation au changement climatique est devenue vraiment votre priorité. C'est vraiment la stratégie du syndicat. Quel a été le point de bascule et qu'est-ce que ça signifie en fait pour votre syndicat d'avoir cet objectif principal d'adaptation ? Alors effectivement, il s'agit de l'axe directeur de la politique de l'EPTB. Alors, de façon pragmatique, toutes les thématiques que nous traitons depuis plusieurs années maintenant, la question de la gestion des inondations, les sujets relatifs à la biodiversité, etc., tous ces sujets sont directement impactés par les effets du dérèglement climatique. Donc effectivement, on a souhaité concentrer notre activité sur l'adaptation au changement climatique en mettant en œuvre donc une stratégie d'adaptation au changement climatique et donc qui se traduit concrètement par le déploiement dans tous les dispositifs que nous portons d'action orientée pour atténuer les impacts du dérèglement climatique sur les territoires, donc à travers les SAGE, les PAPI, donc les programmes d'action de prévention des inondations, les contrats territoriaux, etc. Et dans notre mission de conseil d'ingénierie auprès des acteurs du territoire, nous essayons aussi de faire en sorte que ces acteurs puissent eux-mêmes traduire par des actions concrètes c'est des schémas d'aménagement et d'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, on verra après comment le PTB a contribué donc, à ce projet de territoire en transition hydrique. On va passer la parole à Philippe Janicot. Donc, vous êtes vice-président de Limoges Métropole, en charge du cycle de l'eau, de la gestion de l'eau pluviale et de l'assainissement. J'espère que j'ai tout juste. Vous portez donc politiquement ce projet de Limoges Territoire en transition. Quelle est l'ambition de ce projet ? Merci. Donc effectivement, j'ai la chance de porter ce projet très ambitieux, porté par notre président Guillaume Guérin, qui m'a donné cette délégation, et surtout un projet avec les moyens qui doivent y être associés, parce que c'est quelque chose d'extrêmement vaste. J'entendais tout à l'heure le président de Soltena qui parlait de silos. C'est justement ce que nous, on ne souhaite pas. On souhaite vraiment être fédérateur, j'en parlerai tout à l'heure, et rassembleur de toutes les parties prenantes, de près ou de loin, sur le thème de l'eau. Je pense qu'il faut négliger aucun maillon. Ça, je pense que c'est déjà un élément essentiel. Et quand je parle de ça, je parle des agents des services de la communauté urbaine, mais aussi de toutes les parties prenantes extérieures, que ce soit EPTB, que ce soit Aquacé qui a fait notre diagnostic, etc. etc. Donc effectivement... je pense que tout le monde le sait, on n'arrête pas de le dire, mais il faut encore le dire, qu'il y a un changement climatique existant qui fait qu'aujourd'hui, entre les usages et les besoins et à l'avenir, on va être en adéquation avec les ressources existantes. Alors nous, Limoges Métropole, on a une chance, c'est que naturellement, la nature nous a un peu gâtés. Plus à côté de ça, il y a quelques années, les anciens élus ont fait des choix, on va dire, stratégiques importants. Je pense sous la contrainte à l'époque. C'est vrai, mais pour autant, le choix qui a été fait a été très dimensionné, ce qui nous permet aujourd'hui d'aborder l'avenir dans une certaine sérénité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On a un petit peu d'avance, et c'est ce que je dis à chaque intervention, c'est que cette avance-là, on ne veut pas s'endormir dessus, mais on veut la maintenir. La maintenir pour l'avenir, pour qu'on soit un territoire attractif, de manière économique, puisqu'on sait bien que les entreprises ont besoin de la ressource, mais aussi la population en elle-même, dans sa qualité de vie, mais aussi par rapport à une qualité d'eau qui est en plus naturelle, qui arrive naturellement au robinet. C'est aussi une chance de cette nature que l'on a, et on souhaite le mettre en avant pour qu'on soit un territoire attractif aussi pour la population et faire vivre notre territoire. Voilà. Donc c'est un enjeu bien sûr mondial, le thème de l'eau, mais localement, comme je viens de le dire, c'est un sujet extrêmement porteur pour l'avenir. On souhaite qu'on soit aujourd'hui des aiguillons, j'en parlais par d'aiguillons tout à l'heure, qu'on soit
les intermédiaires pour préserver nos futures générations. Je pense que c'est ça qui, en tout cas, moi, m'anime. Et je me dis qu'on doit protéger et préserver nos futures générations qui auront besoin de ça. Et je me dis que déontologiquement, je ne souhaiterais pas qu'à l'avenir, nos jeunes disent nos anciens n'ont pas pensé à nous et ont consommé, comme on dit souvent, tout ce qui se passe dans l'environnement aujourd'hui. Mais non, justement, on doit penser à eux et leur laisser quelque chose dans de bonnes conditions. Limoges Métropole, c'est une chance par la qualité des terrains, mais aussi par les acteurs, puisque naturellement sur le terrain, on a l'OIO, l'Office international de l'eau, excusez-moi, qui est une structure connue, mondialement connue, qui forme énormément de personnes. Donc on a la chance de l'avoir sur Limoges Métropole. On a bien sûr tout ce qui est universitaire, Soltena, l'ENSIL, le centre technique de l'eau qui vient aujourd'hui récemment d'être créé pour créer du lien entre les entreprises, la formation et toute la technicité qui permettra de faire des projets que l'on souhaite mener. Donc on a des moyens techniques existants sur le territoire avec ces mêmes partenaires et certains laboratoires. Les réseaux, donc Aquatech, anciens étudiants et formations professionnelles, dont l'OIO, je viens de parler, avec 230 000 acteurs formés par l'OIO, donc c'est quand même pas rien. Et aussi donc un tissu d'entreprises locales bien existant sur ce thème-là. Donc ce qu'on souhaite, nous, c'est que ces entreprises structurent, ce soit aussi le conseil départemental, le conseil régional, que ce soit... pas plus tard qu'hier, on discutait avec les notaires pour traiter le sujet de l'assainissement. En tout cas, on ne néglige rien et personne, de manière à ce qu'on puisse travailler tous ensemble, qu'on donne du sens à ce sujet-là. Ça veut dire que tout le monde travaille du plus près ou de loin sur ce sujet, pas toujours concerté. Alors que des fois, on a des sujets où des informations sont plutôt convergentes, mais qu'on ne partage pas, et ce qui est dommage. Ça peut faire gagner du temps aussi à d'autres qui travaillent sur le même sujet. Donc l'idée vraiment pour nous, c'est que Limoges Métropole soit fédérateur, et avec des comités de pilotage qui ont déjà démarré depuis 1 an, de pouvoir aborder ces sujets et de ne rien oublier. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup. Donc on voit que c'est intéressant parce que vous partez d'un vivier finalement qui est déjà préexistant. Vous avez toute la matière pour engager votre territoire vers une transition hydrique. Jean-Emmanuel Gilbert, vous êtes tout là-bas, vous êtes directeur du développement d'Aquacé, donc votre entreprise est spécialisée sur l'efficacité hydrique. Bon, c'est un sujet que vous connaissez très bien parce que ça fait plus de 10 ans que vous travaillez sur cette question. Lorsqu'on a préparé cette conférence, on m'avait dit que l'eau était un impensé de notre société. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quelles sont les évolutions que vous constatez dans les mentalités, que ce soit à la fois du côté des entreprises, mais aussi des différents acteurs, des politiques publiques. Voilà. Qu'est-ce que vous constatez depuis une dizaine d'années vis-à-vis de cette question de la ressource en eau ? Alors, 2 points. Le premier, pourquoi est-ce que je parle d'impensé ? En fait, on pourrait faire le test dans la salle. Qui sait d'où vient son eau potable ? Qui sait où vont ses eaux usées ? Qui sait comment ça fonctionne, en fait, le système ? Alors, ici, on a des gens qui sont... la plupart d'entre nous, en fait, on est du domaine de l'eau, donc on saurait répondre à ces questions. Mais poser la question dans la population générale, vous allez voir que 99% ne sait pas. On vit dans un monde magique que j'appelle Harry Potter chez les licornes. C'est-à-dire que j'ouvre le robinet, il y a de l'eau propre qui coule, je tire à la chasse, il y a les eaux usées qui partent, et je ne me pose pas la question, en fait, de savoir si ça, c'est quelque chose qui va perdurer, est-ce que c'est normal ou pas. Ça a été intégré. C'est pour ça que je parle d'un impensé. Et c'est pas simplement la population générale, parce que nous, on travaille beaucoup avec les industriels, et les industriels, de manière étonnante, parce que là, on a des gens qui sont, qui ont les moyens, qui ont des équipes, qui travaillent sur l'environnement, qui font des reportings annuels sur combien ils consomment d'énergie, combien ils consomment d'eau et compagnie, et puis qui, quand on commence à leur expliquer qu'est-ce que c'est que le système eau dans lequel ils sont intégrés, tombent de leur chaise en disant « Ah bon, vous pouvez me couper l'eau ?» Ah bah ouais, vous croyez quoi, l'eau, elle apparaît pas en amont de l'usine, et puis après, elle disparaît avant. Vous faites partie d'un système, donc en amont, il y a des ressources, il y a d'autres usagers, il y a des tuyaux, et si jamais vous avez un problème à ce niveau-là, vous n'aurez pas d'eau. Donc du coup, c'est un impensé parce qu'on vit, et c'est un bienfait dans les 50 dernières années, avec de l'adduction en eau potable qui a résolu énormément de problèmes. Mais ce faisant, on a oublié en fait la nature physique de l'eau, qu'on dépend de ressources, on dépend d'un système d'épuration derrière, etc. Donc voilà pourquoi je parle d'un impensé. Ensuite, la stratégie qu'on a, nous, qualifiée d'efficacité hydrique, c'est ce que vous avez de manière extrêmement schématique, je vais le parcourir de manière très très rapide, c'est-à-dire que contrairement à ce que... en fait, nous, on considère que ce
qu'on appelle gestion de l'eau n'est pas de la gestion de l'eau, mais du traitement de l'eau. Grosso modo, quand vous avez un problème, on vous propose un traitement. Okay, donc vous avez besoin de 10 mètres cubes pour fabriquer des pizzas, on vous dit, ben tiens, je vais mettre une installation qui va prendre 10 mètres cubes d'eau, qui va la traiter, vous allez pouvoir fabriquer les pizzas. Vous allez produire 10 mètres cubes d'eau usée, pas de problème, je rajoute un traitement. Et donc en fait, à chaque fois que vous avez un problème eau, on vous propose des solutions. Bon, ce faisant, ça veut dire que vous ne réfléchissez pas à la pertinence, à l'efficience de votre usage de l'eau. Est-ce que c'est utile d'utiliser 10 mètres cubes pour fabriquer les pizzas? Peut-être que vous pourriez faire mieux. Donc nous, en fait, on dit, bon, le niveau zéro de la stratégie d'efficacité hydrique, c'est faire la chasse au gâchis et aux fuites. Alors je vais vous donner un exemple qui est radical, comme ça vous allez tous comprendre. On est intervenu sur une grosse usine dans le nord de la France, ils consomment 1,5 million de mètres cubes. Après diagnostic, on s'aperçoit qu'ils engagent environ 1,2. D'accord, donc 80% de l'eau, parce que l'eau, ça passe dans les tuyaux, et donc on ne s'en rend pas compte, et parce que l'eau, jusqu'à présent, c'était magique, et ça coûtait rien, donc on a fait au plus simple. Voilà. Et le plus simple, ce n'est pas forcément le plus efficient. Donc la chasse au gâchis et aux fuites, qui sont deux types de problèmes, peut faire déjà des gains qui sont énormes. Ok, mais ça, ce n'est pas une stratégie, ça, c'est ce que normalement, tout le monde devrait faire. Ok. Donc la stratégie n'est pas de dire, je vais rajouter des traitements, mais plutôt, je vais dire, pourquoi est-ce que vous utilisez l'eau ? Pourquoi est-ce que vous utilisez telle quantité, telle qualité d'eau? Qu'est-ce que vous rejetez? Donc, usage par usage. Un petit peu comme si, chez nous, dans la maison, dans votre appartement, vous disiez, OK, en fait, j'ai une donnée par an ou tous les semestres, qui est mon compteur d'eau en entrée, mais ça ne me dit pas ce que je fais avec l'eau dans mon appartement, ça ne me dit pas si je suis efficient ou pas. Est-ce que j'ai des fuites? Est-ce que c'est ma machine à laver qui surconsomme? Est-ce que quand je le lance, je ne vois pas combien ça consomme, etc., etc. Non seulement dans les consommations, mais il ne faut jamais oublier, dans les pollutions. À quel endroit est-ce que l'on pollue dans une maison ou dans un appartement? On n'en sait rien du tout. On peut avoir des idées. Ah oui, c'est les détergents que j'utilise, ils ne sont pas biodégradables, etc. etc. Bon, nous, c'est ce qu'on va dire. On va dire au départ, on va faire une cartographie, ce que vous avez en vert, cartographie des usages, sur une usine et maintenant sur des territoires. Qui fait quoi avec l'eau? Une fois qu'on a compris qui fait quoi avec l'eau, on va essayer d'accompagner chacun des usages pour lui dire, est-ce que vous pouvez réduire vos consommations? Est-ce que vous pouvez réduire les pollutions produites? Ok? Premier niveau. Deuxième niveau, vous avez reconfiguré. Pourquoi? Parce qu'il sort de l'usage 1 pourrait tout à fait être utilisé par l'usage 2. Vous avez des eaux claires qui sortent de refroidissement, vous pouvez l'utiliser pour arroser, pour nettoyer les voiries et compagnie. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des actions qui sont parfois menées avec de l'eau potable. Donc il y a des choses, on peut faire des cascades de qualité, on peut faire du recyclage, du réutilisation, et faire des boucles un peu plus courtes en fait sur la partie usage de l'eau. Donc là, on réduit encore la consommation et les rejets. Troisième niveau, tout ce qu'on n'a pas pu éviter, oui, il faudra continuer à le traiter en amont et le traiter en aval. Et là, on essaye de faire de l'optimisation en fait, des traitements. Bon, cette stratégie que nous, on a menée depuis une dizaine d'années sur des sites industriels, maintenant, on le propose à l'échelle d'un territoire. C'est-à-dire, OK, à l'échelle d'un territoire, quelles sont toutes les ressources en eau, tous les usages, et comment est-ce qu'on peut accompagner les usagers de l'eau, les industriels, l'agriculture, l'hôpital, etc., etc. Vous voyez un petit peu tout la grande diversité, la grande complexité. Et donc, voilà comment on essaye de faire ça à l'échelle d'un territoire. Alors maintenant, pour répondre à votre question, on a compris un petit peu comment nous, on fonctionne et on réfléchit. Quel est le changement radical que l'on voit dans les 24 derniers mois ? Puisque ça fait 10 ans qu'on explique ça, nous. D'accord ? Bon, dans les 12 à 24 derniers mois, ça dépend des acteurs, les grands groupes industriels qui sont nos clients ont mis en place des stratégies mondiales de réduction drastique des usages de l'eau. D'accord ? C'est-à-dire, il y en a, c'est d'ici 2025, moins 50%, 2030, moins 80%. Donc, c'est-à-dire, on n'est plus dans une stratégie de je vais réduire mes consommations, je vais optimiser, parce que vous ne pouvez pas optimiser, par exemple, c'est vous, dans votre appartement, vous ne pouvez pas faire une optimisation qui aboutit à une réduction de 80%. Si vous aboutissez à 80% de réduction, c'est que vous avez fait une transition, c'est que vous avez changé votre manière de travailler. Vous avez changé radicalement, d'accord ? C'est ça la transition. C'est une approche systémique. C'est pas une amélioration du système actuel, d'accord ? Donc ça, c'est très récent. Alors pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là ? Parce qu'ils ont tapé dans l'iceberg, parce qu'ils ont eu des arrêts de production, parce qu'on n'est pas chez Harry Potter et les licornes magiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant l'année, j'ai plus d'eau. Si j'ai plus d'eau, mon usine ne tourne pas. C'est pas une question d'argent. On peut dire, d'ailleurs, le coût de l'eau est sous-estimé de très très loin, à la fois pour les particuliers comme pour les industriels. Il faudrait le multiplier par 10 à 20 pour avoir le vrai coût de l'eau, d'accord ? Mais on fera une autre conférence sur le sujet. Donc, toujours est-il que, pourquoi est-ce que tout d'un coup ils ont dit ça ? Parce qu'ils sont en arrêt de prod. Voilà, parce que tout d'un coup, ils n'ont plus suffisamment d'eau en quantité qualité, parce qu'ils rentrent en conflit d'usage avec les autres utilisateurs sur le territoire, et parce que comme derrière on est à l'étiage, leurs rejets ne sont plus dilués par le milieu naturel, et on leur dit vous n'avez plus le droit de rejeter. Donc vous n'avez plus le droit d'avoir votre activité. Bon, une usine, mais vous prenez ça avec n'importe qui, si vous dites vous arrêtez pendant X semaines pendant l'année,
Juste le modèle économique, il est mort. Ils ne font pas 80% de bénéfices et puis ils disent si j'en perds 5%, ça... non, c'est pas ça. Donc voilà pourquoi dans les 24 derniers mois, il y a des grands groupes industriels qui ont commencé à dire, et vous voyez, ça n'a rien à voir avec la réglementation. Ça a à voir avec la réalité physique du problème. Voilà. Se rajoute à ça maintenant des réglementations qui sont que, par exemple, l'Adréal, la police de l'eau, leur envoie des lettres en leur disant cette année, vous réduisez de 25% vos consommations et ensuite, vous me pondez un plan qui va rajouter 25% de réduction en cas de sécheresse. Ça veut dire quoi? C'est ce que Stéphane évoquait tout à l'heure. Ce que l'on appelait sécheresse est devenu le mode normal et ce que l'on va appeler sécheresse, c'est un truc qui va être encore plus grave. Donc, en fait, la problématique de la transition, c'est parce qu'on a une inadéquation entre le système de production et de consommation et la réalité. Ce système de production et de consommation était adapté à l'ancienne réalité. La réalité, elle est en train de se barrer. Et notre système de production et de consommation, juste, il va falloir qu'il change. Pas qu'il s'adapte, qu'il change. Parce que ce n'est pas avec nos petits bras qu'on va retenir les forces de l'univers. D'accord ? Il ne faut pas croire que ça va se passer correctement. Bon, voilà, j'ai encore été très long, comme d'habitude. Non, ça va, tout va bien. Mais voilà un petit peu brossé de manière générale. Alors, il y a un point qui est très important, par contre, que juste pour rebondir sur ce que disait Philippe Janico tout à l'heure, c'est une problématique d'empreinte environnementale, c'est une problématique de développement économique. À la fois parce qu'on va maintenir les activités économiques en place, mais parce qu'il faut développer toutes ces nouveaux métiers, nouvelles formations, etc., qui sont adaptés au monde dans lequel, en fait, on est déjà rentré. On parle à chaque fois de générations futures. Bon, je vais vous dire un truc. Les générations futures, la moitié, elles sont déjà dans la salle. Parce que génération future, c'était le terme qu'on utilisait au début des années 90. On est en 2021. La moitié de la salle, vous avez environ moins de 30 ans. D'accord ? Donc, c'est déjà vous. Donc, on a déjà dit à 30 ans que vous allez être impacté. On a tenu parole. Vous êtes impacté. Merci beaucoup pour ce balayage général. On reparlera justement de ce risque industriel, de ce risque économique qui est lié à l'usage de l'eau et qui finalement devient de plus en plus prégnant. Jean-Emmanuel Gilbert, j'ai encore une question pour vous. C'est vrai que dans le cadre du projet de Limoges Territoire en transition hydrique, vous êtes un peu la clé de voûte de la démarche. Et vous venez de finaliser donc un premier diagnostic. Est-ce que vous pourriez nous partager les premières conclusions ? Alors, très rapidement, la première conclusion, donc ce diagnostic, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça a consisté à dire qui fait quoi avec l'eau, qui est l'interaction avec l'eau, et comment ça se passe, et vers quoi ils vont, etc. La question n'est pas simplement de dire aujourd'hui, mais on avait une prospective qui était grosso modo d'ici 2050, parce que justement, l'objectif, c'est de préparer le futur. Bon, alors le premier truc, c'est on voit que c'est en train de s'accélérer, c'est ce qui a été dit avant, et donc les histoires de oui, en 2050 et en 2100, il fera plus de degrés, vous oubliez. On aura été impacté, en fait on va être impacté maintenant, ça a déjà commencé, d'accord, donc c'est plus le futur, c'est maintenant. Alors du coup ça a eu une conséquence, c'est que ça m'a fait rencontrer, je rencontre environ 80 personnes, une quarantaine d'organisations, tout type d'organisations, le PTB bien sûr, qui a été, vous parlez de cheville ouvrière, il y a des acteurs qui eux sont d'un point de vue professionnel déjà extrêmement impliqués, organisés par rapport à tout ça, donc alors ça pouvait être les gens de l'agence de l'eau, l'Adréal, les services de la ville bien sûr, à la fois pour le potable et puis pour l'assainissement, mais aussi pour la partie espace vert, la partie urbanisme, etc., plus les acteurs privés, des industriels, pas les collectivités locales, les centres commerciaux, les coiffeurs, la CCI, enfin bon, un peu tout le monde, puisque tout le monde utilise de l'eau. Premier retour, tout le monde est très positif par rapport à la démarche, parce que là encore, tout le monde a compris que c'est fini, qu'il faut changer, et changer de manière radicale. Voilà. Donc on a un très très bon retour de tous les acteurs, la quasi-totalité des acteurs. Il y en a un ou deux qui se disent « oui, ça va me faire beaucoup bouger, est-ce qu'on peut encore tenir quelques années ?» Donc je pense que voilà, mais ça arrivera. Donc ça, c'est le premier point. Dynamique territoriale. C'est indispensable parce qu'on n'est pas en train de dire on va, comme j'ai dit de manière un peu simple, l'objectif, c'est pas de fermer le robinet pendant que je me brosse les dents. L'objectif, c'est que tous les acteurs, parce qu'on est tous sur le même territoire, se coordonnent par rapport à un objectif de réduction de l'empreinte eau. Donc ça, c'est le premier point très très positif. Je peux vous dire que, comme ça fait une dizaine d'années que je tiens ce type de discours, là aussi, c'est récent. Au début, on nous disait, non, l'eau, il y en a partout, c'est gratos, qu'est-ce que vous venez nous embêter, d'accord ? Le gros problème, c'est l'énergie, c'est ça qui coûte cher, etc., etc. Premier point. Deuxième point, plus technique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de données, en fait, liées à l'eau, qu'on retrouve dans les bases de données de l'agence de l'eau, qu'on retrouve dans des études et compagnie, mais il n'y a pas d'approche systémique globale de territoire, d'accord ?
C'est-à-dire que ces données qui existent ne sont pas faites pour estimer qui fait quoi avec l'eau, à quel moment, qui consomme, qui rejette et compagnie, mais plus, je dirais, pour des problèmes de facturation, pour des problèmes de reporting administratif, donc avec des bilans annuels. Mais par exemple, moi, le bilan annuel, ça ne m'intéresse pas, parce que ce que je veux, c'est la cinétique pendant, à la limite, jour par jour, parce que ce qui m'intéresse, c'est de dire, comme l'a expliqué Stéphane tout à l'heure, pendant l'été, quand il n'y a pas d'eau, qui a besoin d'eau? Et si la disponibilité, c'est ça, et que le besoin, c'est ça, ben, mon stress hydrique, il est là. Le fait d'avoir beaucoup d'eau en décembre ne m'intéresse absolument pas. Donc ça, c'est un constat qui est partagé par tout le monde, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le Limousin. Il y a un gros problème de compréhension et de suffisance et d'adéquation des données eau. Pas simplement quantitative, mais aussi qualitative. Il y a très peu de données sur les rejets, sur la qualité des micropolluants, les micropolluants présents dans les milieux naturels, etc. etc. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail pour compléter le diagnostic de manière à avoir une vision beaucoup plus opérationnelle, en fait, qui permette d'aller dire, OK, donc les problèmes sont ici, ici et là, pour les plus importants, et donc derrière... Je vais l'enlever parce que ça me saoule. Et donc, du coup, ce qui permet derrière de mener des actions. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que ça a permis de mettre en évidence, premièrement, qu'il y avait déjà des actions, bien sûr, qui étaient en cours, d'accord. Il y avait des actions qui étaient en préparation, comme par exemple le PTB qui fait ses diagnostics, en fait, déjà, ses études de territoire. Mais ça a permis aussi d'identifier, alors on a proposé 8 grands axes d'action, des choses qui sont sur la donnée, des choses qui sont sur les actions portées par des industriels, portées par l'hôpital, etc., etc. Et là-dessus, il y a environ une cinquantaine d'actions, en fait, qui ont été alors des axes de travail et ensuite des actions. Selon les axes de travail. Voilà. Donc ça, c'est le troisième point, c'est de créer une dynamique territoriale. Et ça veut dire qu'il faut effectivement que Limoges Métropole en fait, se positionne comme animateur de tout ça. Parce qu'on ne peut pas rentrer chez les gens en leur disant on va faire ça pour toi. On est obligé de les solliciter, de leur proposer des moyens d'agir, etc. Et ça se fera en collaboration aussi, bien sûr, avec le Conseil régional, qui porte déjà ce type d'action au travers d'appels à projets, avec l'Agence de l'eau, inévitablement, mais aussi au niveau national, voire international, parce que ce qu'on essaye de monter maintenant, c'est un réseau mondial de territoires en transition hydrique, puisque les situations sont très différentes selon les endroits. Par exemple, le socle granitique en Limousin, là j'étais dans le sud de la Tunisie pour parler de ça, eux ils n'ont pas de socle granitique. Voilà. Donc par contre, les solutions, la stratégie va être la même, et donc l'idée c'est d'avancer là-dessus. Bon voilà, en grand résumé, pour vous donner un petit peu les retours de ce que ça a donné. Voilà. Merci beaucoup. Stéphane Loriot, donc le PTB Vienne est partenaire de cette démarche. Comment votre syndicat il a contribué à ce premier diagnostic ? Effectivement, alors très concrètement, donc on a été associé dès le début à la démarche. On a contribué en apportant des données dont nous disposions. On a beaucoup échangé aussi avec Jean-Emmanuel tout au long de la démarche, puisque je crois que tu as découvert aussi un domaine parfois un peu démuleux en termes d'organisation de la gestion de l'eau, avec beaucoup d'acteurs, un enchevêtrement un peu particulier. Donc on a pu te guider sur certains aspects, pour certains aspects. Et puis, globalement, on a aussi pu échanger sur les productions au fur et à mesure, faire un retour aussi par rapport à notre vision. Et puis, si on se projette, il y a un certain nombre d'actions qui émanent de ce plan, de cette organisation, pour lesquelles donc, le PTB se retrouve et pourra prendre part en termes de contribution. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est que donc, vous voyez bien l'enjeu à l'échelle du bassin de la Vienne. Donc nous, on a la vision d'ensemble. On est en mesure d'évaluer les incidences actuelles, mais surtout à l'horizon 2030, 2050 et au-delà, liées au dérèglement climatique. On voit bien l'urgence à agir. Donc on a besoin d'exemples de ce type, de projets intégrés comme celui qui est porté par Limoges Métropole, pour aussi porter l'exemple, faire la démonstration qu'on peut faire bouger les lignes à l'échelle du territoire. Donc c'est la raison pour laquelle, il y a 2 mois, on a organisé un séminaire. Donc Philippe Janicot a pu présenter le projet. Et le but, pour nous, c'est, à pas de temps, tous les 6 mois, c'est de réunir tous les acteurs du bassin de la Vienne. Donc c'est très large, donc on est sur un grand territoire,
pour déjà faire le point sur l'état des connaissances en termes de changement climatique et surtout systématiquement mettre sous le projecteur des projets innovants pour entraîner une dynamique à l'échelle du territoire. Il faut vraiment passer à l'action maintenant. Aujourd'hui, ça a été dit, on connaît déjà les incidences, on les mesure très concrètement. Il faut accélérer maintenant le mouvement pour envisager cette transition écologique. Merci à vous, Philippe. Giannico, quelles sont les prochaines étapes dans cette démarche de territoire en transition hydrique, maintenant que le diagnostic a été fait? Voilà, quelles sont les prochaines étapes? Alors, pour être un peu plus complémentaire à ce que je disais tout à l'heure, c'était donc d'accueillir de nouvelles entreprises, mais on a aussi des entreprises existantes. C'est déjà les soutenir dans une démarche d'une meilleure gestion de l'eau. Donc, en fait, réduire considérablement. Si on peut, on a 3 structures qu'on a repérées qui étaient grosses consommatrices. Donc, il est évident que ce soit nos interlocuteurs privilégiés. Il y en a un, on a la chance, j'irai la chance parce que c'est géré par Limoges Métropole, ce sont les abattoirs. Donc, les abattoirs est une structure qui est consommatrice d'eau et qui en a besoin. Donc là, il y aura sûrement un projet important, puisque de toute façon, il y aura un projet de rénovation, donc il y aura sûrement une association forte par rapport à la gestion de l'eau, qui sera bon pour l'environnement, mais aussi pour la structure. Parce qu'économiquement, si on utilise moins d'eau, automatiquement, ça aura un impact sur les finances. Et aujourd'hui, on sait, le côté économique, l'impact que ça en a. Tout à l'heure, Stéphane parlait d'innovation, d'expérimentation. On est complètement là-dedans aussi. C'est qu'il y a des structures qui peuvent arriver, des nouvelles. On peut les accompagner aussi sur le remplacement, sur techniquement qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer au mieux la ressource dans laquelle ils auront besoin, et puis à long terme, on ne travaille pas pour du court terme, mais aussi les entreprises existantes. On a alors tout à l'heure, effectivement, Jean-Emmanuel en a parlé. J'ai un exemple qui vient en tête, c'est le Crédit Agricole qui est en train de changer sa direction régionale aux portes de Limoges, côté sud. Et en l'occurrence, ils ont pris à bras-le-corps aussi cette intégration sur un gros bâtiment comme ça, qui est quand même un bâtiment qui sera visible quand vous viendrez sur Limoges. Vous ne pourrez pas le rater au bord de Vienne. Et en l'occurrence, ils ont pris eux-mêmes, ils nous ont même pas entendus. Ça montre vraiment qu'il y a vraiment une vraie volonté localement d'aborder ce sujet-là, et eux-mêmes vont gérer l'eau pluviale, vont gérer l'eau potable déjà. Donc nous, les projets que l'on a actuellement en cours, par exemple, on a un lotissement d'importance sur Île, à côté de Limoges. On en a 2 autres en prévision avec du 0 rejet au niveau des pluviales. Donc le but, comme vous devez le savoir, je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui le savent, que l'évolution des lois imposeront la gestion à la parcelle. Donc ça veut dire qu'aussi l'urbanisme aura son rôle, aussi tout ce qui est gestionnaire fonciers sociaux, bailleurs sociaux auront aussi leur mot à dire, et nous aussi avec eux, pour qu'on puisse faire quelque chose de le plus cohérent possible. Je parlais tout à l'heure aussi de donner les moyens à ces ambitions, parce que quand on parle, les politiciens y parlent, évidemment on se dit oui, c'est discours politique. Le concret, c'est quoi? Le concret, c'est que si vous regardez sur le prochain budget qui va être voté sur Limoges Métropole, malgré les contraintes fortes, et on sait qu'à l'avenir, vu le contexte aujourd'hui, le plan de relance, c'est bien. On parle de boomerang, donc il va y avoir le retour du boomerang. Il faut que tout le monde soit conscient que derrière, ça va être plus compliqué dans les années à venir, ça on en est sûr. En tout cas, nous, on n'a pas touché au budget tout ce qui touche à l'eau. Ça veut dire qu'on met vraiment les moyens face à nos ambitions. Donc le budget reste tel qu'il est, voire même il va évoluer. Je prends pour exemple l'ambition forte que l'on a sur le renouvellement du réseau d'eau potable. Je parlais tout à l'heure de responsabilité par rapport à nos générations futures. Eh bien, l'eau potable, le réseau, on parlait de fuite potentielle, on est plutôt bien, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit encore mieux et qu'on anticipe en associant tout ce qui est voirie, tout ce qui est travaux en général, pour voir, avec un diagnostic qui est fait par nos services, de vérifier, voir l'état réel où on se situe, et derrière, éventuellement, anticiper des travaux, même s'ils ne devaient pas être faits tout de suite, les anticiper pour l'avenir. Donc, un pourcentage ambitieux de roulement de réseau. À la limite, la seule crainte, c'est est-ce que les entreprises vont pouvoir suivre? Parce que là, au niveau travail, je pense qu'ils ne vont pas en manquer. On entend parler aujourd'hui de main-d'œuvre. Donc, c'est aussi des questions à se poser, parce qu'à un moment donné, nous, on veut pousser les choses pour que ça avance, mais par contre, économiquement, il va falloir que derrière, ça puisse suivre aussi. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de travail à l'avenir sur le territoire Limoges Métropole.
Bon, bah merci, c'est une très bonne nouvelle. On va passer à ce temps de questions-réponses avec vous. Est-ce que vous avez des questions pour nos 3 invités? Je vais me déplacer avec le micro pour éviter de passer le micro de main en main. Alors, on a une question. J'arrive. Je ne vais pas vous le donner, parce que je vais vous tendre. Ah ben d'accord. Bon, c'est la question d'un élu à un élu. Voilà, Bruno Monti, je suis élu de la Dordogne. Et bon, on n'est pas du tout une commune ou une communauté de communes de style métropole, mais justement, j'entendais parler tout à l'heure d'économie de l'eau par rapport au transport dans les réseaux, par rapport à l'état des réseaux de transport. Je pense que là, les canalisations, etc., on sait que c'est un gros challenge. Et quand j'entends que vous avez cette politique et vous avez gardé les financements pour le faire, voire plus. Là, on est dans un milieu, on va dire, d'agglomération, on va dire, assez tenu, donc quelque part, qui aura aussi un développement qui s'est fait. On a aussi une grande partie de notre territoire, ne plus qu'au niveau régional, qui est rural. Et là, en réalité, on a une multiplication des coûts par rapport au nombre de personnes que l'on dessert et par rapport à la rentabilité du réseau. Donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu au-delà de la déperdition, c'est également de revoir peut-être dans certains cas, la copie, je ne dis pas de couper l'eau, mais en réalité de revoir aujourd'hui, ou de trouver une alternative, ou de trouver par rapport à la démarche qui est actuelle, une desserte, comme disait monsieur tout à l'heure, un robinet d'eau, c'est magique, mais aujourd'hui, ça coûte aux collectivités, ça coûte même aux contribuables une fortune. Voilà. Alors, est-ce qu'une réaction, oui? Alors, en fait, dans votre question, il y a beaucoup de questions finalement, parce que dans l'organisation, par exemple, il y a un sujet. C'est un sujet qui est important et je pense qu'il faudra du temps. C'est l'organisation par les syndicats au niveau de l'apport de l'eau potable. Bon, le contexte de Limoges Métropole, c'est 20 communes, 3 syndicats. Voilà, le syndicat des Allois, qui va plutôt vers Saint-Léonard, pour ceux qui connaissent un peu. Vienne-Briançgore, qui est sur le côté plutôt sud de l'agglomération, et puis 9 autres communes, on va dire, qui est dans la continuité de la gestion en régie de la ville de Limoges. D'où ce que je parlais en amont tout à l'heure, cette chance d'avoir une organisation plutôt intéressante. L'abord de la régie, c'est, moi, en peu d'expérience que j'ai là-dessus, c'est quand même quelque chose de confortable et agréable. Donc je pense qu'effectivement il va y avoir quand même des sujets aujourd'hui, quand on voit certains lieux de pompage pour amener l'eau, il y a des frontières qui mériteraient peut-être d'être un peu bougées pour que ce soit bénéfique pour tout le monde. Et alors ça, je vous le concède complètement. C'est des sujets sur lesquels on parle. Bon, il faut savoir que Limoges Métropole, j'ai aussi cette casquette-là, c'est lié à ses fonctions. On est le syndicat de transport, voilà, le site EPOL, c'est le transport d'eau potable, on va jusqu'à Rochechouart, après Saint-Julien, on est à 30-40 km de Limoges. Et pour les communes, vous parlez de tarification, nous aujourd'hui, on a travaillé sur l'harmonisation tarifaire déjà, donc ça c'est un des premiers sujets qu'on a abordés. Pour moi, je trouvais ça cohérent d'avoir des gens qui habitent sur la même agglomération, mais qui ont aussi la même tarification. L'assainissement, ça a été fait par mon prédécesseur, donc déjà il y a un tarif unitaire pour chaque personne de la métropole. Aujourd'hui, au niveau de l'eau potable, ce n'était pas le cas. On a pu commencer par 9 communes qui sont régies par la régie, si je puis dire. Et donc, il y avait des écarts, parce que la ville de Limoges était quand même sensiblement inférieure par rapport aux autres communes. Il y avait un passé à rattraper. Et là, l'état d'esprit que j'expliquais tout à l'heure s'est aussi mis sur ce sujet-là, qui était sensible, hein, parce que là, on touche au porte-monnaie de tout le monde. On a eu un prestataire aussi qui nous a fait un travail remarquable sur quels étaient les différents scénarios à aborder en fonction des profils, entreprises, personnes seules dans un logement, petites familles, grandes familles, pour vraiment vérifier tout l'impact par rapport à cette évolution de manière à ce qu'on s'harmonise. On s'est donné 7 ans, on était parti sur 5. La ville de Limoges a préféré 7 parce que c'était plus abordable encore pour eux. Pour nous, ça ne changeait pas grand-chose. En tout cas, au bout de 7 ans, on va avoir une harmonisation tarifaire. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque commune de ces 9 communes, peu importe où ils habitent, ils auront le même prix. C'est quelque chose de cohérent pour moi par rapport à cette approche de l'eau, ce qui pourra faire passer des messages aussi à l'avenir. Le syndicat Vienne-Briançgore, j'ai un de mes collaborateurs élu qui est aussi fait partie du bureau de Vienne-Briançgore. Je suis élu de Boisseuil, la mairie de Boisseuil, au sud de Limoges, qui fait partie du syndicat Vienne-Briançgore. Là aussi, il y a une approche intelligente
sur qu'est-ce qu'on fait à chaque fin d'année pour éviter des écarts surtout et qu'on se rapproche à terme. En tout cas, il y a une approche par rapport à l'eau potable qui aujourd'hui me paraît cohérente par rapport à tous les habitants. Et le réseau en lui-même, vous parliez tout à l'heure du réseau, je souligne l'importance sur la technicité des réseaux. Parce qu'en fait, quand on voit la ville de Limoges, où on est sur des réseaux très anciens, sur le côté rural, plus ou moins ancien, les différentes structures de la qualité des réseaux, je veux dire la matière, si c'est de la fonte, c'est du PVC, etc. Aujourd'hui, on commence à avoir certaines idées par rapport à une longévité. Et on doit aussi nous soutenir des entreprises sur expérimenter de nouveaux matériaux pour que ce soit en rapport qualité-prix et surtout tenir dans la durée. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Ok. Bon, ben on va vous remercier tous les trois. Merci pour Merci de votre attention. Cette présentation très complète. Je vais vous demander de remettre vos micros à Camille qui va pouvoir les désinfecter pour nos prochains invités. Donc on va passer à la deuxième partie de ces rencontres avec le focus sur 3 solutions, 3 collaborations qui sont portées par des entreprises spécialistes de la ressource en eau qui sont partenaires d'industriels ou de collectivités. Donc je vais demander à Monsieur Arcos et Monsieur Lecomte de me rejoindre. Et on va détailler un exemple de recyclage de l'eau en milieu industriel. Prenez place. Normalement, les micros sont désinfectés. Vous avez droit à de l'eau aussi. Voilà. C'est une introduction parfaite. Voilà. Installez-vous, hein, Monsieur Lecomte, et vous asseoir. Alors vous avez le droit de retirer vos masques, hein, le temps de parler. D'ailleurs, moi aussi, je m'en vais bien. C'est quand même plus sympathique. Richard Arcos, vous êtes gérant et directeur commercial de Callisto. Donc c'est une entreprise qui est basée à Limoges. Vous pouvez vous asseoir, hein, si vous avez, ou rester debout, c'est comme vous voulez. Callisto a plus de 25 ans de R&D sur le recyclage de l'eau derrière lui, et vous travaillez de plus en plus avec de plus en plus d'industriels. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement le métier de Callisto et surtout nous partager votre regard sur l'évolution de la prise en compte de la ressource en eau par les industriels? Très bien, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, Callisto est basé à Limoges depuis 30 ans et exerce notre secteur, effectivement, c'est d'apporter le meilleur conseil possible auprès des industriels qui sont nos clients. Dans ce cadre-là, on effectue des études préalables, on accompagne nos clients en termes d'ingénierie d'exécution et on construit des installations clés en main. Mais l'objectif premier est bien d'apporter le meilleur conseil par rapport à cette thématique, car effectivement, aujourd'hui, les enjeux liés à la gestion de l'eau dans l'industrie dépassent le simple problématique de traitement, mais recoupent effectivement les enjeux de maîtrise de l'approvisionnement en eau au travers de solutions de réutilisation. Aujourd'hui, Callisto représente une vingtaine de personnes. On fait 30% de notre chiffre d'affaires à l'export et on évolue sur tout secteur industriel. Aujourd'hui, nos pérégrinations nous amènent à être présents sur des marchés en France, sur des problématiques de recyclage auprès de clients grands comptes, comme Monsieur David Lecomte chez Schneider Electric, et nous accompagne également sur des marchés à l'export, comme en Suède, où on évolue avec un partenaire sur la construction d'une usine de batterie qui va faire beaucoup parler en Europe. On évolue également en Afrique, où Pierre-Emmanuel a parlé de la Tunisie, où on a réalisé des installations de traitement pour des grands comptes en agroalimentaire. Donc effectivement, les technologies liées à la réutilisation des eaux sont des technologies qui sont matures, que l'on a pu, nous, effectivement confronter, car globalement, Callisto n'était pas de très bons commerciaux, mais des techniciens, et on a été orienté sur le secteur, sur des problématiques à gérer plutôt compliquées, des moutons à 5 pattes. C'est ce qui nous a amené, par exemple, à travailler chez Chevron Ronite, au niveau pétrochimie, à Singapour, pour traiter des problématiques de phénol dans des effluents chauds, acides, très compliqués.
Voilà, donc aujourd'hui, on maîtrise bien, effectivement, de par la recherche appliquée qu'on a fait au sein de nos laboratoires, toutes les technologies de séparation membranaire, d'évapoconcentration et de traitement biologique avancé. Merci pour cette introduction. David Lecomte, vous êtes ingénieur santé, sécurité, environnement chez Schneider Electric, donc sur le site d'Angoulême. Votre entreprise est dans une démarche de réduction de sa consommation d'eau depuis une quinzaine d'années. Vous êtes accompagné donc sur ces questions-là par Callisto, c'est pour ça qu'on vous a invités tous les deux. Pour bien comprendre la suite, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer les problématiques auxquelles vous êtes confrontés et les différentes solutions que vous avez pu mettre en œuvre pour réduire donc votre consommation d'eau puis votre impact sur les milieux? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, donc sur le site d'Angoulême, là, du groupe Schneider, nous exploitons une ligne de traitement de surface. Donc on vient faire un dépôt électrochimique de cuivre, nickel, chrome sur de l'alliage de zinc. Alors on a une photo hein, pour que ça soit peut-être rendre les choses un peu plus concrètes. Voilà, elle est là. Voilà. Donc nous allons chromer à peu près 80 000 pièces jour. Donc c'est une grosse production et c'est assez stratégique pour Schneider sur la partie commande machine. Donc depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, donc bien sûr on est régi par des réglementations ICPE, convention de rejet avec l'Adréal et la communauté des eaux d'Angoulême. Depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, suite à plusieurs directives, la première qui avait été ROHS, il a fallu qu'on substitue le Chrome 6 sur des lignes, ce qui a amené un gros changement, je dirais chimique, état chimique, de nos rejets. Donc nous, on a une station intégrée depuis pratiquement 30 ans sur le site, où donc on a une convention de rejet, où on a des seuils de rejet réglementaires à pas dépasser. Et dans notre norme ICPE, on a une contrainte de consommation d'eau par mètre carré traité sur la ligne. Avec le premier changement qu'il y a eu, donc il y a maintenant 16 ans, au niveau ROHS, ça nous a amené beaucoup de problématiques sur le traitement et sur nos rejets. C'est d'où l'intervention de la société Callisto à cette période-là. C'était la première fois qu'on s'est rencontrés et ils nous ont emmené leurs conseils et des solutions techniques de modification de notre station pour pouvoir redevenir réglementaire. Alors peut-être juste pour bien comprendre, c'est vrai que donc sur cette chaîne de production, il y a différents bassins. Oui. Alors je ne suis pas du tout l'experte du sujet, donc je vais vous laisser expliquer, mais c'est juste de manière très simplifiée. Si j'ai bien compris, il y a différents bassins de rinçage. Donc à chaque fois, c'est des techniques différentes pour traiter ces eaux-là. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Comme j'ai dit au départ, sur cette ligne-là, on va faire 3 dépôts successifs. D'abord du cuivre, du nickel et du chrome. Donc il faut savoir que pour chaque fonction, par exemple pour le bain de cuivre qui fait 6 mètres cubes, on va avoir pas loin de 10 mètres cubes de rinçage derrière, avec une succession de 4 rinçages différents. Minimum pour pouvoir après rentrer dans la fonction suivante qui va être le dépôt de nickel. Car le cuivre risque d'être un polluant pour le nickel. Donc il faut que sur la pièce, elle soit super bien rincée pour pas venir polluer le nickel. Et pareil, après la fonction nickel, on va avoir pas loin de 6 mètres cubes de rinçage pour pouvoir décontaminer toute trace de nickel pour pouvoir après faire le dépôt de chrome. Donc de ces fonctions de rinçage, c'est ce que nous, on a en rejet, toutes ces fonctions de rinçage. Donc avec la limitation des débits que l'on a par rapport à la contrainte ICPE, on a des problématiques souvent de mauvais rinçage. Donc d'une part, on a une mauvaise qualité et aussi, niveau réglementaire sur les rejets, on est toujours très limite sur les seuils réglementaires imposés. Du coup, la démarche qui a été mise en place à cette époque-là, ça a été aussi de se dire, de commencer à faire du rejet zéro sur une partie de certaines installations. Donc on est passé sur de l'évapoconcentrateur sur une partie. Donc la première partie, ça a été les nickels. Rinçage nickel. Ce qui a permis de diminuer la quantité d'eau exploitée sur le site par rapport à la norme de débit spécifique de consommation d'eau, et aussi d'enlever certains polluants qu'on pouvait rejeter avant en station communale. Parce que nos rejets se font en station communale et pas directement dans la rivière. Alors peut-être un autre élément de contexte qui me semble important par rapport à ce qu'on a pu dire sur la première table ronde, c'est que cette usine de Schneider Electric, c'est la seule au monde à faire justement ces petits boutons poussoirs, là, ce dépôt. Oui, donc il y a un enjeu économique qui est énorme derrière tout ça. Oui, tout à fait. On est la seule usine au monde à faire cette production.
Et on le voit par exemple en ce moment, on a deux gammes. On a la gamme métallique, donc avec du zinc, et on a une gamme aussi plastique de boutonnerie. Et on voit qu'actuellement, avec les pénuries de plastique, nous, on a pris plus de 25% supplémentaires sur la partie métallique, parce que là-dessus, on n'a pas de pénurie. C'est du Zamac, c'est très simple, et du coup, il n'y a pas de pénurie. Du coup, là, nous, par exemple, on tourne exceptionnellement depuis cette année en VSD, chose qu'on ne faisait pas. On tournait sur du 3, 8, 5 jours. Maintenant, on tourne même sur du VSD tellement la demande est forte. Donc c'est très stratégique. Donc c'est vrai que dans le business continuum plan du site, on a mis l'accent majeur sur l'eau, qui est déterminant pour nous sur notre activité. D'où la démarche engagée depuis à peu près 1 an pour se mettre en rejet zéro complet sur le site et réutiliser entièrement notre eau sur place. Et en même temps, de faire dans nos rejets, que ce soit nickel, cuivre ou chaud, on rejetait des métaux. Le but aussi de l'opération aussi, c'est de retirer les métaux, de pouvoir le revaloriser au lieu de le rejeter. Donc. Merci beaucoup. Alors, Richard Arcos, vous allez pouvoir compléter là sur donc cette nouvelle stratégie zéro rejet. Comment on met en place cette stratégie et d'un point de vue technique, est-ce que vous pourriez nous expliquer les solutions que vous allez apporter ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce que David ne dit pas de tout, c'est qu'il y a réellement une compétition internationale qui est extrêmement exacerbée. Et aujourd'hui, les industriels sont dans des situations assez délicates. Le fait d'avoir basculé la production majoritairement sur la partie chrome, c'est parce qu'il y a eu réquisition des presses plastiques par des automobilistes, des fabricants automobiles allemands auprès de certains sous-traitants. Donc on est dans un système, on peut se permettre de le dire, donc on est vraiment dans une réalité assez compliquée et l'industriel doit être à même d'anticiper ce genre de problématique. Et pour l'eau, en fait, on peut avoir la même démarche. Demain, si on passe effectivement en alerte sécheresse renforcée, on peut imposer à Schneider Electric non seulement de moins consommer d'eau, mais surtout, probablement, de rejeter moins. Donc le fait de moins consommer d'eau, il y a des alternatives, mais plus rejeter, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, le recyclage de l'eau est une solution qui permet de se dédouaner de ces problématiques. Donc aujourd'hui, l'enjeu stratégiquement, c'est l'autonomie. Donc la démarche, elle est simple. Effectivement, il faut bien connaître le process industriel, bien connaître ce que c'est qu'un traitement de surface avec les différentes étapes de préparation, de dégraissage, de décapage et de dépôt. Comprendre effectivement comment on peut, en aménageant les rinçages, réduire le débit d'eau en ayant la même efficacité pour pouvoir effectivement, entre chaque bain, retirer tous les éléments du bain précédent pour ne pas nuire à l'opération qui suit. Alors, où effectivement Schneider a été relativement remarquable, c'est qu'ils ont basculé du Chrome 6 au Chrome 3 avec des bains et des formulations qui étaient en phase de développement ultime et qui n'ont pas dérogé à ce qu'attendait l'Europe vis-à-vis du règlement REACH pour supprimer ce composé qui est toxique. Et donc, ils ont essuyé beaucoup de plâtre. Clairement, beaucoup de difficultés, sachant que le jour où ils basculaient, Bruxelles a autorisé 7 ans de plus pour faire ce basculement. Eux ne se sont pas enfuis, ils ont été jusqu'au bout de la démarche et ils ont basculé. Donc, du coup, le fait de maîtriser les rinçages a pris une autre dimension. C'est que les nouvelles formulations de produits sont beaucoup plus compliquées à rincer. Donc, il a fallu réfléchir à comment améliorer les qualités des rinçages. Et ça a été l'occasion rêvée pour se dire que finalement, avec les technologies qu'on va mettre en place, on va pouvoir atteindre le rejet zéro. Donc, diagnostic, compréhension de la chimie, faire des tests au niveau laboratoire et à l'échelle pilote de technologies spécifiques qui permettent de séparer et de retirer les éléments qui peuvent nuire à la bonne continuation du process, et montage de dossier, avant-projet sommaire, recherche de financement. Donc l'année 2021 qui s'est écoulée a été relativement remarquable en termes d'aide proposée par les agences de l'eau. Donc effectivement, c'est un élément qui est un élément important qui permet de faire basculer des choix stratégiques en phase de réalisation. Donc ça va être 35 mm3 qui vont être économisés rien qu'avec une chaîne comme celle-ci sur une petite dizaine d'années. Ça va être des centaines de kilos de métaux dont on va pouvoir, dans le cadre de l'économie circulaire, valoriser auprès
d'industries qui ont demandé. On parle de l'industrie de la batterie, le cuivre, le nickel, on parle que de ça. Ça va être la guerre à l'identification des flux et à l'alimentation pour fabriquer ces fameuses batteries. Callisto, Monsieur Arcos, vous avez expliqué en introduction que vous travaillez avec des industriels dans plein de secteurs. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'applications? Vous avez un partenariat de très très longue date avec Volvo qui est en zéro rejet. Voilà, donc peut-être détailler un petit peu Volvo et puis nous donner à voir un peu le type d'industriels avec lesquels vous travaillez. Donc effectivement, si on fait un focus sur le rejet zéro, on va fêter en 2022 les 20 ans de mise en place et d'exploitation d'une installation de recyclage à 100% sur le site de Volvo à Limoges. 20 ans que ce site, effectivement, est en rejet zéro. Donc c'est un modèle, c'est un site référent dans le groupe. Grâce à ça, il y a des Américains qui sont venus visiter, parce que dans le groupe Volvo, il y a des grands fabricants de gros camions aux États-Unis pour voir effectivement ce modèle. On est intervenu également en première sur l'Occitanie, sur la région du Lot, où on a mis pour la première fois une installation agroalimentaire qui fabrique de la limonade, où on recycle 70% des rejets d'eau pour alimenter les laveuses de bouteilles, parce que lorsqu'on fait de la boisson, malheureusement, il y a une forte consommation spécifique au lavage des bouteilles. Donc ce dossier a été financé par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, a fait l'objet d'un suivi ARS et a fait l'objet d'une demande spécifique auprès de l'ANSES. Donc on a été très très loin dans l'accompagnement et cette installation est en fonctionnement depuis 6 ans. Et on a effectivement aussi réalisé en Tunisie pour un gros abattoir qui tue 100 000 poulets par jour, donc un abattoir très conséquent au niveau de l'Afrique, un revamping d'une installation de 3000 m3 jour pour réaliser une qualité d'eau adaptée à l'irrigation d'arbres fruitiers, donc avec des normes très 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 draconiennes. Donc je vais avoir une dernière question, puis après je vous passerai la parole dans le public, donc préparez vos questions. D'un point de vue de la réglementation européenne, est-ce qu'on va vers une généralisation du rejet zéro? Moi je suis intimement persuadé que Bruxelles va bouger les lignes fortement et va contraindre les industriels à ne plus prélever d'eau dans les milieux naturels, que ce soit dans les nappes phréatiques ou dans les cours d'eau. On pressent, effectivement, il y a beaucoup d'experts qui travaillent, il y a des publications qui commencent à fuiter. Et demain, l'exemple de Schneider est un excellent exemple de ce qui pourra être fait en termes de maîtrise en recyclant ces eaux pour être dédouané de devoir prélever dans les milieux naturels. Mais demain, pour l'abattoir de Limoges, peut-être que la bonne solution, ça sera de réutiliser l'eau sortie de la steppe qui est au bout de la rue pour la réutiliser. Et ça va être aussi, je pense, une forte demande de Bruxelles qui va imposer des choses à ce niveau-là. Ça n'engage que moi, mais on le pressent. Merci beaucoup. Alors on va passer aux questions du public. Je vais remettre mon masque et je vais me déplacer. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui. Merci. Déjà, vraiment, je voulais vous remercier tous les deux par rapport à votre qualité de ce que vous faites. Alors déjà, vous, en tant qu'entreprise, parce que nous, en tant qu'élus, c'est ce qui nous motive aussi à voir qu'il faut des hommes derrière et de la compétence technique pour permettre de faire avancer les choses. Et on voit bien que c'est pas depuis hier que vous êtes sur le sujet. Donc, en fait, vous étiez, vous, avant-gardiste, parce que nous, on arrive maintenant, je dirais presque que c'est facile, parce qu'on est presque un petit peu obligé. Mais il y a 20 ans, même si on le savait, on l'était peut-être un peu moins. Donc déjà, d'avoir autant d'énergie depuis 20 ans, vous parliez de Volvo à Limoges, moi, on peut être que fier de ce genre de démarche et vous remercier pour ça et donc pour les futurs projets qu'on fera. Merci. Et puis pour Schneider, le courage, parce que je sais au quotidien, les entreprises, économiquement, ça a un impact au départ. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet de ma question. C'est, à part ce courage que vous avez eu de vous engager sur une démarche vertueuse, c'est une chose, mais il y a quand même derrière aussi se préparer pour l'avenir, ce qui vous rendra plus fort. Moi, j'en suis convaincu. Mais c'est aussi, est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'investissement et potentiellement sur retour sur investissement? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ça? Alors là, en 15 ans, grosso modo, c'est à peu près 1 million d'euros déjà investis. Et là, on repart sur un investissement d'à peu près 1,5 million. Donc, pour être en rejet zéro. En termes de retour sur investissement, c'est de la non-perte en fin de compte. On fait un calcul de la non-perte sur ce type d'investissement. Donc, c'est toujours assez compliqué en tant qu'industriel de pousser ce type de projet.
Mais bon, le groupe Schneider, on est dans une grosse démarche là, sur l'environnement, là, avec une ligne de conduite très ambitieuse là, pour les 10 prochaines années. Donc ça rentre dans le cadre du nouveau plan directeur du groupe. Donc voilà. Et j'imagine aussi que finalement l'investissement, il se met aussi en regard du risque industriel, hein, d'avoir un arrêt total des chaînes. Oui, tout à fait. Donc, Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, je voulais juste souligner, c'est vrai que l'aide financière de la Dour-Garonne est quand même assez importante. Moi, pour avoir fait un peu de benchmarking sur des petites sociétés de traitement de surface, en Vienne ou en Charente, donc vraiment des petites structures, hein, je vous parle d'entreprises de moins de 15 personnes. Pour eux, ils n'ont pas de vision réelle du potentiel qu'ils pourraient avoir sur les aides pour pouvoir engager ce type de démarche. Et eux sont très contraints par les DREAL, ont de fortes pressions et ont beaucoup de mal à avoir les interventions ou l'idée de potentiellement il y a des aides à disponibilité de ces petites structures. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Non, je vous sens encore un petit peu timide ce matin. Donc merci beaucoup à tous les deux. On va passer donc au deuxième exemple.